J'invite Monsieur Brézolin à me rejoindre. Tu n'auras pas besoin de ça. Tu auras besoin d'un micro. On est en direct là ? Eh oui. Prenez place. Le Forum des territoires numériques continue. Ce matin, on vous a annoncé le programme, donc largement dédié au tiers-lieu, dans toutes ses formes, hein, avec les territoires. Et puis l'après-midi, donc, plus sur le télétravail notamment, et ce même à partir de midi, hein, avec la SNCF, je vous disais. Donc installez-vous, et puis pour ceux qui sont amenés à intervenir, avant que je ne passe la parole à notre illustre animateur de cette table ronde, Philippe Brézolin, je les invite à se rapprocher voilà, de l'entrée. Je vais faire un appel. D'accord. Merci. Je te laisse les manettes du coup. À tout de suite, à tout à l'heure. Merci Louis pour cette introduction, et merci à vous d'être venus. Je vois que la salle se remplit petit à petit. C'est une grande salle, et puis je sais qu'on est nombreux aussi en visio à assister à cette table ronde. Donc merci à vous tous pour votre participation. Donc je vais avoir le plaisir de faciliter cette table ronde qui est donc consacrée au tiers-lieu. L'objectif de cette table ronde, il est double. Le premier, c'est de faire un point d'étape sur le développement des tiers-lieux. Ça fait maintenant quelques années que ces lieux poussent et se développent. Et il est temps de voir un petit peu où est-ce qu'on en est, comment ça s'est implanté, comment ça fonctionne. Et puis également, on va s'interroger sur ce que vont réaliser ces lieux, quel va être l'impact de ces lieux sur le renouveau des territoires. C'est quelque chose qui est devenu encore plus d'actualité avec cette crise sanitaire, où on voit qu'il y a un souhait des habitants de venir s'établir dans les territoires, et il faut que ces tiers-lieux soient vecteurs de ce nouveau engouement. Alors, quels modèles sont privilégiés en Occitanie, puisqu'on va quand même se centrer sur l'Occitanie, et donc quel est l'impact attendu donc, sur ces territoires, et puis aussi également quels sont les dispositifs qui sont prévus par la puissance publique pour faire en sorte que ces lieux fleurissent en Occitanie. Alors, pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir un certain nombre d'intervenants. Je vais les faire venir maintenant. Annie Facchetti, chargée de mission chez Ad-Hoc et particulièrement chargée des questions de tiers-lieux de télétravail. Bonjour Annie, et merci, je t'en prie. Sylvie Roquebernou, chargée de mission sur les questions également de tiers-lieux de télétravail au Conseil régional. Bonjour Sylvie. Merci. Mina Zourgan, directrice de l'économie à Carcassonne Agglo, qui nous présentera entre autres le magnifique lieu qu'ils ont contribué à développer sur Carcassonne. Merci Mina de participer à cette table ronde. Jérôme Follet, adjoint au maire d'Aigues-Vives, en charge de la transition numérique et des affaires scolaires, et qui nous parlera d'un tiers-lieu qui devrait voir le jour prochainement. Bonjour Jérôme, merci de participer. Et enfin, Vincent Gatin, parce qu'on est nombreux sur cette table ronde, Vincent Gatin, responsable de Lozère Développement. Donc il nous vient de Lozère et qui nous parlera de ce qui se passe en Lozère au niveau des tiers-lieux. Et enfin, Victor Denouvion, donc conseiller départemental, qui nous parlera de ce que le département propose en termes d'accompagnement sur les tiers-lieux et ce qu'il engage également en termes de télétravail. Voilà. Alors on va commencer par Vincent, puisque vous êtes venu de loin, comme on va vous faire parler de votre rôle.
Alors vous avez chacun un micro, on en profite pour parler des dispositions logistiques. Donc vous avez chacun un micro et donc il est recommandé de ne pas s'échanger les micros pour des raisons évidentes de sécurité. Vincent, si le micro fonctionne, c'est bon? Il faut taper dessus en principe, et ça... Alors il faut bien qu'il y ait un petit problème technique pour piloter un peu. Test. Oui, bonjour. Alors, Vincent, vous êtes donc en charge, enfin, vous vous occupez du développement des tiers-lieux en Lozère. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus tout d'abord sur votre rôle dans le cadre de développement des tiers-lieux en Lozère? Alors moi, du coup, je suis responsable de l'agence Lozère Développement, qui est l'agence d'attractivité de la Lozère. Et donc on travaille sur la question des tiers-lieux à travers deux axes principalement. Il y a un côté attractivité de nouvelles populations pour la Lozère, c'est-à-dire qu'on essaie d'attirer de nouveaux habitants. Et ces nouveaux habitants, il faut leur offrir des offres de services, par exemple de télétravail. Il faut essayer aussi de les inclure dans la population. Et on voit le tiers-lieu comme une des portes d'entrée pour les nouveaux habitants. Donc ça, c'est une première approche. Et après, on a une approche qui est très spécifique en Lozère, qui est celle de l'inclusion numérique. C'est-à-dire que sur le territoire, on a un ensemble de maisons France Service, donc une douzaine, qui sont des lieux d'accès aux droits. Mais pour mutualiser des fonctions, à chacune de ces maisons France Service, on a ajouté une brique de coworking, donc un espace sur lequel peuvent venir, et ça devient des espaces de vie au cœur des villages. Et donc on a une douzaine de lieux comme ça sur le territoire qu'on coordonne, où on va accompagner les animateurs dans leur travail. Et donc on va avoir le côté inclusion numérique, attractivité de nouvelles populations, et puis après accompagnement des projets émergents sur le territoire. J'avais prévu de vous poser une petite question. Combien y a de tels lieux en Occitanie? J'en ai vu 3 sur un site tiers-lieu Occitanie. Je pense qu'il y en a plus que ça. En Occitanie, Non, pas l'Occitanie, en Lozère, hein, en Lozère. Non, en fait, ça dépend. C'est-à-dire qu'il y a les tiers-lieux qui vont être labellisés tiers-lieux Occitanie, c'est-à-dire qui répondent au cahier des charges de la région Occitanie. Effectivement, il y en a 4 actuellement. Donc on a Pollen, on a un lieu au Pont de Montvert, un autre à Saint-Chély-d'Apcher et le Relais de l'Espinasse. Donc on a des lieux qui sont différents. Une pépinière d'entreprise qui accueille aussi des indépendants. On a 2 lieux qui sont des francs services, comme je vous ai parlé tout à l'heure, et un lieu qui est d'origine privée. Donc ça, c'est des lieux qui sont bien structurés. Mais après, on a encore 7 ou 8 micro-tiers-lieux qui répondent pas encore au cahier des charges du tiers-lieu, mais qui sont des endroits dans lesquels il y a du collectif, dans lesquels il y a du télétravail, dans lesquels il y a des usages du numérique qui se développent, et qui sont des tiers-lieux en devenir. Mais après, c'est aussi en Lozère, on n'a que 70 000 habitants, donc dans chaque village, on ne va pas avoir des dynamiques avec une centaine de personnes qui gravitent autour d'un tiers-lieu. Donc ils prennent une autre forme en Lozère, et on les accompagne à l'échelle de l'ensemble. Quelque part, c'est la Lozère entière qui est un tiers-lieu, et ça se passe par plusieurs sites. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne chez nous. D'accord. Est-ce que vous avez vu une évolution du fonctionnement des tiers-lieux sur votre région, sur ces dernières années? Donc oui, il y a des évolutions qui sont très fortes. C'est-à-dire que entre 2010 et 2015, on avait un peu une idéologie du télétravail. C'est-à-dire on va mettre des équipements qui ont au départ la DSL, aujourd'hui la fibre, qui vont apporter une très bonne connectivité, et les gens spontanément, comme ils veulent vivre à la campagne, ils vont venir sur des bureaux pour venir télétravailler. Donc ça, c'était un peu cette idée de base, et on voyait le tiers-lieu autour de cette question de télécentre, d'équipement. Et ça marche pas du tout. Et du coup, aujourd'hui, on voit plus les tiers-lieux comme un lieu qui va résoudre pas mal de problèmes. C'est-à-dire que, comme les pouvoirs publics ont du mal à questionner les usages du numérique, la question des indépendants, la question des nouveaux arrivants, et qui voient que dans des lieux micro-locaux, il y a des communautés qui ont réussi à résoudre un petit peu ces problèmes auto-organisés, quelque part, on se dit il faut susciter l'émergence de projets locaux qui s'auto-organisent et qu'on accompagne. Et donc là, il y a un changement de regard qui s'est fait dans le pouvoir politique, mais qui va se traduire aussi par des diversités d'accompagnement. C'est-à-dire qu'avant 2015, la région ne finançait pas les tiers-lieux. Avant 2015, on se questionnait sur ces lieux-là qu'à travers le télétravail. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Et par contre, on leur met beaucoup de pression aux tiers-lieux, parce qu'ils doivent tout résoudre. Ils doivent résoudre les problèmes de mobilité, les problèmes d'innovation, les problèmes de médiation numérique, etc. Et c'est ça aussi qui a beaucoup changé dans le regard. Et cette pression, comment ça se gère alors? Comment
Vous faites en sorte qu'ils obtiennent satisfaction sur tous ces points-là? C'est impossible. On ne peut pas, sur un tiers-lieu, résoudre tous les problèmes. Ça, c'est pas possible. Je pense qu'il faut plus que chaque lieu s'approprie les dynamiques, essaye de créer son propre modèle de tiers-lieu. Il ne faut pas imposer un modèle de tiers-lieu qui ressemble, qui est le même partout. Donc après, c'est à chaque tiers-lieu de s'adapter, de répondre à sa problématique, à la problématique du territoire, en fonction des ressources disponibles, des problématiques. D'accord, ok. Est-ce que vous parliez de modèle exogène ou non exogène? C'est-à-dire qu'on part du territoire et en fonction de ça, on développe le territoire à travers ces tiers-lieux. Oui, parce que, par exemple, si on prend moi, en 2016, j'ai pris une claque. Je me souviens très bien, je suis allé au Mixeur à Saint-Étienne. Il y avait la quinzaine des tiers-lieux. Il y avait, autour du collectif Mobilab, il y avait des chercheurs qui réfléchissaient aux tiers-lieux. Il y avait Johan Duriot, des figures comme ça de la mouvance tiers-lieux qui créent des choses fantastiques en milieu urbain. Mais ça, c'était possible que s'il y a de la densité. Donc on ne pouvait pas l'appliquer en Lozère. C'était impossible de dire on va faire les mêmes tiers-lieux qu'en ville en Lozère. C'est pas possible, c'était voie à l'échec. Donc ce qu'on a plutôt fait, c'est regarder qu'est-ce qui se passe en Lozère. Et quand on avait des collectifs qui se créent, mais ça peut être un collectif d'artisans qui commence à avoir de la coprésence, ça peut être des artistes autour d'un lieu. Là, on va essayer plutôt de les accompagner, mais ils ne vont pas prendre la même forme qu'en milieu urbain. Et puis on ne peut pas être sur les mêmes seuils. Ça, c'est impossible. Voilà, et donc je pense qu'il ne faut pas de mimétisme entre les territoires. Donc on est vraiment sur des modèles ruraux, et donc c'est des modèles qui sont totalement différents des modèles urbains. Alors j'en profite donc pour... merci Vincent pour ces précisions. J'en profite donc pour passer à Mina. Là on va changer un petit peu, on va sortir un petit peu du purement rural de la Lozère, on se rapproche un peu plus de l'urbain, puisque Carcassonne... Toujours pas de micro qui fonctionne? C'est normal, bon. C'est un petit test qu'on fait aux intervenants. Oui, donc Carcassonne, c'est un milieu donc, qui est quand même plus urbain, mais également rural. Donc vous avez monté un gros projet sur Carcassonne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, tout à fait. Donc, on a lancé depuis septembre 2018 le réseau Hermine, qui est le réseau des maisons de l'innovation, du numérique et de l'entrepreneuriat, qui est un réseau en fait composé de 4 tiers-lieux, 4 sites associés à une offre de services complémentaires. Donc la genèse de ce projet, en fait, il est né de deux problématiques, en réponse à 2 problématiques. Une problématique de requalification d'une zone d'activité économique totalement en déprise, puisque c'est le cœur de métier des intercommunalités en matière d'action économique. Et une autre problématique plutôt liée à une volonté d'aller sur une image économique au-delà du prisme patrimonial, touristique, agricole, d'aller sur de l'innovation, de l'accompagnement à l'entrepreneuriat. Et donc c'est au regard de la conjonction en fait de ces deux volontés, de ces 2 ambitions, qu'est né ce projet de pôle d'activité numérique. Donc projet réalisé sur la ville de Carcassonne. Il faut savoir que Carcassonne Agglo, c'est un territoire, c'est une communauté d'agglomération, mais c'est une ville. La ville-centre donc concentre 50% de l'activité économique et de la population, mais c'est un territoire aussi rural, puisque c'est 83 communes, après très très rural. Donc la philosophie de ce projet, ça a été donc de créer ces lieux, cette offre de services complémentaires. Donc on a le bâtiment Alpha Air, qui est le vaisseau amiral, qui est composé d'un espace de coworking. On a mis en place donc un Fab Lab avec le soutien de la région Occitanie. Petit à petit, il y a d'autres besoins qui ont émergé et d'autres initiatives territoriales qui sont venues s'agréger, notamment avec la Fédération française du bâtiment de l'Aude, qui porte un projet, qui travaille beaucoup sur le BIM. Donc on a positionné une salle immersive et un diplôme universitaire BIM sur ce lieu central. Et ce bâtiment-là aussi est vecteur, sert à faire toutes nos animations économiques. Il y a les services, le service développement économique de Carcassonne Agglo qui est implanté pour pouvoir faire ce rapprochement entre l'administration et le monde économique. Et autour, donc, il y a 4 autres sites. Un tiers-lieu plutôt orienté autour de la formation, de l'enseignement supérieur. On a implanté dessus l'école régionale du numérique, le campus connecté. Les services de Carcassonne Agglo qui travaillent sur l'insertion, l'emploi sont aussi sur site. On a pris une autre pépinière d'entreprise qui est plutôt généraliste, orientée sur de l'innovation, sur de l'artisanat. Et enfin, un hôtel d'entreprise pour couvrir tout le parcours entrepreneurial. Donc en fait, ces 4 bâtiments permettent d'apporter donc une réponse en matière d'accompagnement
à la création d'entreprises, puisqu'on a un incubateur, une pépinière numérique et généraliste. En matière d'accompagnement de l'économie classique, puisque nos actions, c'est la porte d'entrée du chef d'entreprise, le guichet unique. Il y a des structures d'accompagnement à la création d'activités qui font aussi des permanences. Et donc l'objectif, c'est de structurer tout un écosystème et toute la politique de développement du territoire sur cette même zone. Mais juste pour conclure le propos, puisque comme je vous disais, Carcassonne-Aglo, c'est aussi un territoire rural. Là, ce sur quoi on travaille, c'est sur la relation de ces tiers-lieux avec le territoire, puisqu'on a une offre de services très complète. Et l'objectif pour nous, c'est de permettre de faire en sorte que cette offre de services puisse irriguer, de mailler l'intégralité du territoire intercommunal, notamment en permettant de rendre accessible cette offre de services. Ça peut, là, on travaille notamment sur de l'itinérance de Fab Lab dans les quartiers prioritaires politiques de la ville, dans les zones rurales, des permanences. Et c'est aussi la philosophie de la réponse à l'appel à manifestation d'intérêt Fabrique des territoires sur laquelle on s'est positionné. On commence déjà à travailler dessus puisqu'on a identifié que l'objectif, c'est pas d'être élitiste avec une offre de service complète, mais centrée sur la ville-centre, c'est de pouvoir mailler exactement l'intégralité du territoire, délocaliser l'offre et faire en sorte aussi que ces publics-là la connaissent et viennent s'en saisir. D'accord. Donc vous avez parlé d'itinérance de ces lieux. Concrètement, ça se traduit comment ? Alors là, on commence notamment dans le cadre de la semaine porte ouverte de tiers-lieux à positionner donc des permanences. Le Fab Lab va aller se délocaliser dans des centres sociaux. On commence aussi à recenser et à travailler avec les initiatives portées plutôt par des privés ou dans des petites communes rurales de création de tiers-lieux. Et l'objectif, c'est de pouvoir les accompagner et surtout aussi de créer des synergies. C'est-à-dire que nous, on a une offre de service. Vous travaillez sur un tiers-lieu. Ça, c'est de la réflexion. C'est des démarches qui sont amorcées. Vous voulez constituer votre tiers-lieu. Il faut faire en sorte que nous, l'offre de service qui existe déjà, puisse venir s'associer à votre démarche et proposer au plus près du public cette même offre de service. D'accord. On a parlé lors de la préparation de cette table ronde de l'animation. Vous m'aviez souligné l'importance de l'animation pour ces lieux, pour que ça ne soit pas une coquille vide, c'était votre expression. Comment vous y prenez pour animer ces lieux, pour les rendre vivants et donc accessibles à tout le monde ? Tout à fait. Faire une belle infrastructure, ça se fait, mais l'objectif, c'est pas juste d'avoir des beaux bâtiments qui deviennent des coquilles vides, aseptisés, c'est de pouvoir vraiment fédérer, animer. Donc nous, on propose justement des permanences à tous les partenaires économiques, aux structures d'accompagnement à la création d'activités. On met en place aussi nos animations économiques dans ces lieux. Mais comme disait notre collègue de Lozère, c'est pas, on ne peut pas non plus, en tant que puissance publique, tout faire à la place. Et justement, il faut laisser de la place aux acteurs, de manière à ce qu'ils puissent aussi s'approprier le lieu et créer leur propre identité. Donc il y a une question aussi de curseur à positionner. Mais en tout cas, nous, au niveau de Carcassonne-Aglo, pour faire vivre ces lieux, on a aussi un marché de prestation de services avec donc, la CCI qui intervient avec un autre prestataire sur le côté incubation. Et on travaille en fait à la mise en synergie de toutes ces actions de manière à ce que l'utilisateur puisse trouver une réponse à ses besoins et de pouvoir l'accompagner au mieux dans ses démarches, tout en lui laissant la place nécessaire de pouvoir lui aussi proposer et être acteur de la vie de ces sites. D'accord. Vincent, qu'est-ce que vous pensez de cette démarche de Carcassonne-Aglo ? Est-ce que c'est quelque chose qui est complètement duplicable chez vous, ou en tout cas dont vous pourriez vous inspirer, ou dont vous êtes peut-être inspiré ? En fait, c'est différent parce que là, il y a un rapport centre-périphérie qui est plus fort autour de Carcassonne, parce qu'il y a la ville-centre, et après, il y a autour, mais ça ressemble beaucoup, parce que finalement, c'est comme si le département, c'était l'agglo de Carcassonne. C'est un peu la même logique, c'est-à-dire que depuis Pollen, nous, en Lozère, donc, qui est le principal tiers-lieu du territoire, qui rassemble beaucoup de fonctions,
on va accompagner et irriguer vers d'autres tiers-lieux où on va essayer de susciter d'animation. Mais là, c'est un petit peu pareil dans la démarche, c'est-à-dire qu'on a un projet qui se structure au cours de Carcassonne et qui irrigue le territoire. Donc on est un peu dans la même dynamique. Et je pense que la table d'après, quand elle va présenter les fabriques de territoire, elle va montrer aussi que c'est un modèle qui tend à se dupliquer à l'échelle nationale et qui du coup, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain ou en milieu très urbain avec des métropoles plus importantes, voilà, ça a vocation à se diffuser parce qu'on ne peut pas, dans chaque tiers-lieu, avoir toutes les fonctions. Donc le réseau est important. D'accord. Merci. On va peut-être passer maintenant au dispositif d'accompagnement, parce que donc les collectivités, et notamment la région, accompagnent donc le développement. Le FICO ne marche toujours pas ? Il faut taper fort, vous savez, vous prenez là, vous le tapez au sol. Il faut un peu solliciter, il faut les réveiller. Voilà. C'est rouge, mais ça fonctionne quand même. Merci Sylvie Rocco-Bernoux d'être parmi nous. Donc vous allez nous parler des dispositifs que la région a mis en place pour soutenir et développer ces lieux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Tout à fait. La région intervient à peu près depuis 2016. Elle a une politique assez active dans le domaine du numérique. Et donc c'est dans ce contexte qu'elle a lancé le premier appel à projet Fab Région, qui a été un succès puisque la région a reçu le label international de Fab Région à ce moment-là. En 2018, donc elle s'est lancée vers la politique spécifique pour les tiers-lieux. Donc c'est une politique globale qui, à travers plusieurs dispositifs complémentaires, et elle a créé à ce moment-là aussi le label régional Tiers-lieux Occitanie. Donc le souhait de la région, c'est de s'appuyer sur ces structures pour faire face à plusieurs défis pour le territoire régional, comme les problèmes de mobilité, rendre aussi les territoires attractifs par la dynamique des tiers-lieux, tout ce qui touche à la nouvelle organisation du travail, donc télétravail. Et également, les tiers-lieux sont porteurs aussi de la transition numérique et écologique et de l'inclusion numérique. D'accord. Donc, les dispositifs qui existent donc depuis 2016, donc ils sont coordonnés par plusieurs directions en fait. Direction de l'économie, de l'aménagement du territoire et de l'aménagement foncier et de l'urbanisme. Donc l'appel à projet, il existe en fait 2 appels à projet. Et les lauréats de ces appels à projets bénéficient de l'animation d'ADOC dans le cadre de la labellisation. On parlera de l'animation après. Si je comprends bien, des appels à projets, il y en a eu déjà combien ? 2, 3 ? Alors pour les Fab Labs, nous sommes à la 5e édition. Oui. Donc il a été lancé pour la 5e édition en juin 2020. Donc là, les candidatures sont en train d'être déposées et jusqu'à février 2021. Et pour l'appel... Ça, c'est le nouvel appel à projet, c'est ça qui... Oui, pour les Fab Labs. Pour les Fab Labs. Voilà. Et pour l'appel à projet tiers-lieu, qui est différent, il a été lancé au 1er août et les dossiers peuvent être déposés jusqu'en avril 2021. Vous m'aviez dit, donc, les premiers appels à projets, c'était un des critères, c'était il fallait que le tiers-lieu soit opérationnel depuis 1 an, et oui. déjà fait un petit peu preuve de sa maturité, enfin, en tout cas, de sa possibilité à vivre. D'accord. Là, le prochain, vous partez dès le départ, vous les accompagnez dès le démarrage du projet. Voilà, c'est ça. En fait, l'objectif, c'est à la fois de rendre visible et que les tiers-lieux soient valorisés et également de conforter le maillage territorial. Donc, pour le nouvel appel à projet, les tiers-lieux sont accompagnés sur toute la chaîne de besoins, c'est-à-dire de l'aménagement, construction, réhabilitation, jusqu'à la partie fonctionnement. Donc, c'est pour les tiers-lieux en création et les tiers-lieux déjà existants. D'accord. Donc, combien de tiers-lieux actuellement labellisés ? Il y en a 115, si... Oui, 115. C'est ça. Et donc, ces tiers-lieux, maintenant, il faut les animer, il faut les faire vivre. Maintenant qu'ils ont été
élaborés, qu'ils ont été confortés, sponsorisés, subventionnés un petit peu par la région. Il faut animer ce réseau de tiers-lieux. Je m'adresse à toi, Annie. Excuse-moi, je t'avais donné la parole. Ouais, prends le micro, je suis sûr qu'il va marcher le premier coup. Ah, voilà. Donc, la région donc, a mis en place a souhaité mettre en place un réseau de tiers-lieux. Et donc, on a confié l'animation à Ad hoc. Annie, c'est quoi ce réseau de tiers-lieux? Explique-nous. Alors oui, comme tu l'expliques, en fait, là, c'est la chaîne et la progression, effectivement. Comme le rappelait Sylvie Roquebernou, donc tout tiers-lieu aujourd'hui en création, en projet ou existant auparavant, déposer un dossier de candidature pour être labellisé et au passage, bien sûr, obtenir et accéder au financement et au dispositif de la région. Et une fois qu'ils sont labellisés et que leur labellisation a été validée en fait par les élus régionaux, donc ils intègrent automatiquement le réseau des tiers-lieux labellisés d'Occitanie. Donc ce réseau aujourd'hui regroupe l'ensemble des labellisés, comme le disait Sylvie, donc 115 membres, avec, Sylvie l'évoquait, 3 typologies de lieux, dont les Fab Labs, issus des appels à projets Fab Région, les tiers-lieux espaces de travail partagés, donc issus de l'appel à projet labellisation, et des espaces de médiation numérique, où là on est plus dans de l'inclusion numérique, et un sujet largement évoqué lors de la mêlée numérique. Donc la mission que la région a confiée à l'agence régionale Ad hoc, c'est effectivement non pas d'animer les tiers-lieux, parce que ça, il y a plein de talents, il y a plein de facilitateurs, il y a plein d'animateurs qui le font dans les tiers-lieux, mais d'animer les membres en fait du réseau, et on travaille avec eux, parce que c'est un collaboratif, sinon on ne serait pas très cohérent. Donc avec eux, on travaille sur une feuille de route qui s'inspire bien sûr de ce que demande la région à l'agence régionale Ad hoc et du besoin et des attentes en fait de ces tiers-lieux labellisés. Par exemple, voilà, l'idée c'était de valoriser, de rendre plus visible cette offre régionale labellisée. On a décidé avec les membres d'organiser un grand événement qui s'appelle la semaine Portes ouvertes des tiers-lieux qu'évoquait tout à l'heure Mina. Cette semaine a lieu la semaine prochaine, du 5 L'occasion d'en parler, là, c'est l'occasion de faire la publicité. Bien sûr, j'allais pas rater l'occasion. Voilà, mais pour montrer, donc cette semaine a lieu du 5 au 10 octobre prochain. Il y a une trentaine de tiers-lieux qui y participent. Et c'est vraiment dans les objectifs du réseau de dire il y a une offre qui est labellisée. La région Occitanie est l'une des premières à avoir créé un label tiers-lieu. Donc il y a une offre qui existe avec des professionnels, avec des services qui répondent à des enjeux sociétaux, environnementaux, territoriaux, économiques, comme on le disait, majeurs et importants. Et il n'y a pas de raison que demain, ces tiers-lieux ne soient pas des acteurs incontournables par rapport aux évolutions, j'allais dire, de notre société. On l'a tous vu, notamment pendant le confinement, on a tous télétravaillé chez soi, mais demain, aller télétravailler ou coworker dans les tiers-lieux, ils sont là pour ça. Et c'est pour ça que la région les aide. Et c'est pour ça qu'au travers du réseau, on essaie d'avoir un programme qui vous permette à tous de découvrir ces tiers-lieux. Et l'objectif, c'est de les pérenniser, bien sûr, de les aider à se développer. D'accord. Ce réseau, donc, il a été mis en place, ça fait déjà maintenant quelques années. Non. Quelques mois. Quelques mois. Le réseau a été officiellement lancé en décembre dernier, donc chez nos collègues du Tarn à Gaillac et dans l'Hérault à Saint-André de Sangonis. Donc c'était le lancement officiel de ce réseau. D'accord. Et depuis les premières actions qui ont eu lieu, je crois qu'il y a eu une rencontre qui s'est déroulée il n'y a pas longtemps. Alors évidemment, vous avez été aussi un petit peu embêté par cette crise sanitaire là, qui nous embête, mais donc oui, il y a eu un rassemblement qui s'est déroulé il y a peu de temps. Oui, alors qu'est-ce qui s'est dit sur ce rassemblement? Plein de choses. Donc c'est une des missions que nous a confié la région, c'est dans l'animation de ce réseau, c'est vraiment de favoriser les rencontres et les échanges. Alors, on a tous été impactés bien sûr par la crise sanitaire, donc on a fait de la visio comme vous tous, et on a réussi effectivement dans cette fenêtre de crise sanitaire à organiser une rencontre sur tout près de Carcassonne mi-septembre.
Et c'est toujours dans la même idée, en fait, c'est partageons, co-construisons, c'est quoi vos besoins et demain, la feuille de route du réseau régional des tiers-lieux labellisés, elle doit prendre quel chemin pour atteindre quels objectifs. Et l'objet de ces rencontres, c'est avant tout du partage, de l'interconnaissance, parce que, comme je le disais, il y a énormément de talents, il y a énormément de compétences, énormément de savoir-faire, et donc il y a un besoin de partage important et qu'exprimer les membres. Et puis, c'est de travailler sur la feuille de route. Un des axes, c'est la professionnalisation des acteurs, donc des tiers-lieux, de cette filière tiers-lieux. Et donc, c'est un des thèmes, par exemple, que nous avons travaillé lors des rencontres de mi-septembre avec les membres. Bon, écoutez, puisqu'on parle de Carcassonne, Mina, comment ça s'insère votre tiers-lieu, ou vos tiers-lieux d'ailleurs, je ne sais pas comment il faut dire, dans ce réseau? Comment vous en bénéficiez? Comment vous vous intégrez dans ce réseau? Alors nous, on a eu l'opportunité, la chance d'être labellisés et de faire partie donc, de ce réseau à 2 titres. Au titre donc du site Alpha R par rapport à toute la philosophie d'accompagnement et au titre du Fab Lab. Puisqu'on s'est positionné donc sur l'appel à projet, et on a bénéficié du soutien de la région. Donc nous, c'est vrai qu'on travaille donc en étroite collaboration avec la région et ADOC dans le cadre de ce réseau. Et l'intérêt qu'il y a au-delà, c'est que ça permet vraiment puisque chaque tiers-lieu, chaque territoire est singulier, mais de pouvoir déjà se connaître et apprendre aussi les uns des autres, quoi. Ce partage d'expérience, ce retour d'expérience, cet échange que ça permet au sein de la région est très bénéfique, au-delà des dispositifs financiers que l'on peut avoir, puisque on bénéficie aussi de financement dans le cadre de l'appel à projet entrepreneuriat au titre de l'accompagnement à la création d'entreprises. Voilà. D'accord. Donc pour vous, c'est tout bénéfique ce réseau. On continue avec. Tout à fait. Vincent. Non, je n'en doutais pas, mais j'aime autant que ce soit les acteurs sur le terrain qui le disent. Vincent, comment vous sentez bénéficier de ce réseau, vous qui êtes quand même un peu vous m'aviez dit le régional, le rural de l'étape. Ça fait du bien, non, de se retrouver en réseau avec d'autres tiers-lieux? Oui, parce qu'en fait, c'est comme s'il y avait une organisation un peu scalaire, on dit. C'est-à-dire que moi, je travaille sur donc un tiers-lieu qui s'appelle Pollen, qui travaille avec des petits tiers-lieux qui sont à côté. Mais si je reste à cette étape-là, je vais vite m'appauvrir. C'est-à-dire qu'en 3-4 ans, c'est fini, la dynamique est passée. Et du coup, à travers l'appel à projet, il est pratique parce que c'est facile de répondre. On peut assez rapidement être labellisé. Et donc, du coup, nous, déjà, c'est un levier pour pousser les autres tiers-lieux à se professionnaliser, à rentrer un peu dans une dynamique. Donc, on a cet intérêt du réseau. Ça nous permet de dire aux autres lieux, allez-y, regroupez-vous. Et puis après, il y a l'échange. Par exemple, dans ce réseau-là, il y a les collègues, je sais pas, du Pic Saint-Loup, d'Arvieux, de Narbonne. Enfin, il y a des gens qui sont autour de nous, qui font des trucs géniaux, extrêmement intéressants, et que moi je connaissais pas individuellement, j'avais pas l'occasion de les rencontrer parce qu'on est tous pris dans nos affaires, et via le réseau on se rencontre, et tout à l'heure en démarrage de la table ronde on s'est aperçu qu'on se connaissait tous, mais parce qu'on s'est vu il y a quelques mois sur la réunion des tiers-lieux, et ça c'est hyper important parce que sinon on risque de faire les mêmes erreurs, et en fait beaucoup de petites erreurs faites par beaucoup de structures en même temps. S'il y a 200 tiers-lieux en Occitanie, ça fait beaucoup de pertes de temps et beaucoup de déficits. Et donc l'échange entre nous, à mon avis, c'est fondamental. Ça vous permet d'avoir des retours d'expérience et de partager des expériences et d'en prendre en faisant. C'est-à-dire que vous mettez en commun vos différentes expériences et vous partagez vos idées. Il n'y a pas de concurrence entre tiers-lieux, rassurez-moi. Un petit peu, non, je plaisante. Non, je me disais bien aussi. Non, en fait, comme les tiers-lieux, on est sur... en fait, il y a un ancrage local. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un tiers-lieu, il doit répondre à une communauté. Et on va pas... je sais pas, Narbonne ne va pas piquer la communauté de Rodez ou de Millau. C'est pas possible. Donc, on n'est pas dans cette logique-là. On est plus dans une... Et puis même, comment dire... Les bases même de la notion de tiers-lieu, c'est la co-construction, c'est la collaboration. Donc, si on commence à se faire la guerre, on est mal barré, typiquement. Donc on ne peut pas être là-dedans. Et
par contre, c'est hyper utile parce qu'on a des problématiques qui sont très pointues et qui sont liées vraiment à notre travail. Par exemple, dans un tiers-lieu, on peut servir à manger à certains moments. Mais on ne connaît pas les règles sanitaires, on n'est pas restaurateur. Donc est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit? Dans le cadre du coronavirus, est-ce qu'on accueille des gens, est-ce qu'on n'accueille pas des gens? Dans le cadre je sais pas, des Fab Labs, est-ce qu'il faut des assurances quand on met du matériel à disposition de gens, etc. Et donc ça, c'est des questions qui sont très précises, que chaque tiers-lieu et réseau tiers-lieu se pose, et chacun va engager de l'ingénierie pour avoir la réponse, et autant la mutualiser à l'échelle de la région. Et il y a des modèles comme ça, c'est-à-dire qu'en France, il n'y a pas que la région Occitanie, il y a aussi en Aquitaine qui font ça. Et là, par contre, aussi, il faut dire un petit coup de boost à la mêlée, parce que à l'origine, il y a la mêlée quand même qui a joué ce rôle-là, qui a un peu poussé les choses. Et puis du coup, après, la région s'en est saisie, et là, maintenant, on a vraiment un outil qui est très cohérent et qui est utile. Annie, je suppose que vous êtes 100% d'accord avec ça? Oui, moi je suis ravie de les écouter, tu as raison, c'est d'autant plus agréable parce que comme le disait Vincent, il y a longtemps qu'on est plusieurs en région, mais aussi au niveau national, hein. Mais en tout cas à prôner, oui, les enjeux des tiers-lieux en fait pour les territoires, quels qu'ils soient, que ce soit des territoires urbains ou des territoires ruraux, et voilà, d'entendre que si on peut apporter notre petite pierre grâce à la région et à l'agence régionale à aider à structurer en fait cette filière, ouais, c'est super. On peut peut-être parler du site Tiers-lieu Occitanie. Je ne suis pas sûr qu'on en ait parlé. Donnez déjà l'URL. Effectivement. Qui dirait peut-être un peu ce qu'il y a dessus. Alors ça fait partie intégrante de l'appel à projet qui a été diffusé par la région dès 2018, en fait d'avoir une plateforme dédiée pour promouvoir bien sûr l'ensemble des tiers-lieux labellisés. Donc nous avons répondu, l'agence ADOC, à la réponse de la région, et nous avons mis en ligne en février de cette année donc cette plateforme qui s'appelle tiers-lieu-occitanie.com. Alors, on tape tiers-lieu Occitanie, tiers-lieu, tout attaché, sans espace, sans point, et au pluriel. Donc tiers-lieu voilà. Occitanie.com. Et qu'est-ce qu'on trouve alors? Donc, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve on trouve la cartographie de tous les tiers-lieux labellisés par la région Occitanie. Donc ça, c'est important, avec un moteur de recherche qui permet de localiser géographiquement ou par nom ou par commune, en fait, et de trouver les tiers-lieux ou le tiers-lieu donc labellisé. On trouve toutes les informations, bien sûr, sur le label et les critères donc de la labellisation fixée par la région. Et puis on trouve, puisqu'il est contributif, c'est-à-dire que les tiers-lieux ont des accès en fait pour contribuer, pour générer du contenu par rapport aux événements ou aux actualités en fait des différents tiers-lieux. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire qu'un tiers-lieu qui monte un événement, par exemple, peut aller sur le site et parler de cet événement. Exactement, voilà. Il peut contribuer en direct, donc ils ont tous des codes d'accès, ils peuvent contribuer en direct et promouvoir du coup leurs activités ou leurs événements. On a un projet aussi, bien sûr, de faire des reportages et de faire des zooms. Mais bon, ils sont 115, donc il y a du boulot, mais ça fait partie des projets. Et puis, ils ont un accès centre de ressources, en fait, qui est là un accès privatif uniquement pour les tiers-lieux labellisés. Et l'idée, c'est ce que disait aussi Vincent, l'idée, c'est de mutualiser de la ressource, des bonnes pratiques et des outils. Donc là, on a encore une marge de progression importante sur le sujet, c'est ce qu'on leur rappelait lors des dernières rencontres, mais ça répond vraiment à aussi un besoin et attente des tiers-lieux de partager des ressources, des bonnes pratiques, des outils en mode vraiment communauté, en mode intranet. D'accord. Voilà. Je vois que c'est quelque chose. Et bien sûr, on y trouve le programme complet des journées portes ouvertes du 5 au 10 octobre prochain. Donc les journées portes ouvertes, on a bien compris, c'est la semaine prochaine. Oui. Ça commence lundi. Ça commence lundi jusqu'à dimanche. Ça se clôturera par la nuit des makers. Donc vous trouverez toutes les informations sur le site et puis sur le site du réseau régional des Fab Labs. Alors, au-delà, vous l'avez bien compris, je fais la promo des journées portes ouvertes parce que c'est vraiment un événement fédérateur et un des premiers, en fait, du réseau, vraiment en mode collaboratif. Mais derrière, puisque tu parlais de la plateforme, derrière, c'est aussi une évolution à terme, c'est-à-dire que je parlais de ces contributions possibles pour les tiers-lieux, mais demain, ils vont pouvoir contribuer collectivement à un même événement. On est en train de faire évoluer techniquement la plateforme pour permettre à chacun
de contribuer collectivement sur un même événement. Voilà. Et c'est vraiment le côté collaboratif et co-construction. Voilà. Au-delà de la technique, c'est vraiment cet esprit-là qu'on veut développer au niveau du réseau. Donc j'ai l'impression que la dynamique tiers-lieu est maintenant bien ancrée et ne demande qu'à se développer. Juste peut-être aussi une remarque sur ce site. Je suis quelque part perdu en Occitanie. Je veux chercher un tiers-lieu près de là où je suis pour travailler. Je vais sur ce lieu et j'ai une carte qui m'indique où se trouve le lieu le plus proche. Exactement. Tu as tout compris. Via le moteur de recherche, ça permet de géolocaliser et puis d'accéder à la fiche de présentation du ou des tiers-lieux proches de la zone géographique dans laquelle tu te trouves. D'accord. Bon, alors, on a bien compris, un site absolument à connaître, c'est tiers-lieu-occitanie.com. Je me tourne vers Jérôme Follet maintenant. Jérôme, donc vous êtes adjoint à la mairie d'Aigues-Vives et vous avez eu l'idée de développer un tiers-lieu. Racontez-nous un petit peu la genèse de ce projet. Alors oui, j'ai pas eu l'idée de monter un tiers-lieu, c'est une idée collective. C'est-à-dire qu'en 2018, on s'est aperçu que sur la commune, donc Aigues-Vives, c'est une petite commune de 2800 habitants au sud-est de Toulouse, à peu près à 15 km de Toulouse. Donc on commence à être un peu en zone rurale, on n'a pas tous les services que vous le retrouvez sur l'agglomération. Et donc en 2018, on s'est aperçu qu'on menait un certain nombre d'initiatives autour du numérique, des portails, de la communication, mais qu'on n'avait pas fédéré et on n'avait pas défini de stratégie pour aller plus en avant. Donc on a mis en place avec les citoyens tout un processus de co-construction autour de réunions publiques, d'ateliers participatifs, d'ateliers de brainstorming, pour monter avec les citoyens un projet, une ambition de transition numérique. Donc sur l'ensemble des composantes, les usages du numérique, l'aménagement du numérique, puisque la fibre optique devrait arriver sur la commune très bientôt, mais également sur tous les services que l'on pouvait avoir derrière, sur l'inclusion numérique, sur la médiation numérique, sur l'éducation à la citoyenneté numérique. Toutes ces composantes-là, on les a transcrits dans un livre blanc à l'été 2019, et c'est de ce livre blanc qu'on s'est aperçu finalement que beaucoup de composantes pouvaient converger vers un tiers-lieu. Et donc c'est avec les citoyens finalement qu'a émergé cette idée de tiers-lieu. Et on a travaillé avec eux par la suite, depuis l'été 2019, à définir l'ensemble des besoins et l'ensemble des usages qui verraient dans ce tiers-lieu. On y retrouve, comme vous l'avez tous expliqué, beaucoup de thématiques autour de la fabrication numérique, puisque c'est un sujet qui est vraiment à la mode, entre guillemets. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent demander à apprendre à utiliser une imprimante 3D. On a des anciens qui veulent découvrir ce qu'est une imprimante 3D. On a énormément de matériel de ce type-là qui sont à découvrir pour chacun. On avait des fortes demandes également sur la médiation, l'inclusion numérique, puisque sur le territoire, avec la dématérialisation des procédures, avec beaucoup plus d'usage de numérique dans les communications, on avait toute une partie de la population qui se sentait isolée. On avait des demandes d'espaces de coworking, mais plutôt social. C'est plutôt des télétravailleurs qui en journée étaient chez eux, mais se sentaient seuls. Donc ne souhaitaient pas forcément avoir un bureau ou des espaces de coworking comme on peut avoir en ville, mais un espace où ils peuvent venir travailler, prendre le café et travailler sur une grande table tous ensemble. Parce que le village sur 2800 habitants, tout le monde se connaît plus ou moins. Donc c'est vraiment un lieu de rencontre. Et dans les discussions, on s'est aperçu finalement le numérique ne pouvait être qu'un prétexte. C'était un espace de vivre ensemble que tout le monde recherchait. Le numérique était indispensable parce qu'on sentait beaucoup de demandes et de faiblesses pour certains. Et c'est comme ça que ce tiers-lieu s'est construit. On a écrit avec les citoyens donc un cahier des charges de ce tiers-lieu et on a engagé maintenant une démarche de mise en place. D'accord. Donc c'est vraiment une démarche collaborative à partir des besoins de la population. Tout à fait. On a bien compris. Et autour de la transition numérique, c'est-à-dire par rapport à ce numérique, comment faire en sorte que tout le monde puisse se l'approprier et l'utiliser à bon escient. Vous avez bénéficié d'aide, j'imagine, on en a un petit peu parlé pour préparer cette table ronde. Quels sont les acteurs qui vous ont aidé? Alors on a eu plusieurs types d'aides. On a eu des aides sur la compréhension finalement de ces problématiques numériques. On s'est beaucoup appuyé sur notre communauté de communes qui est le SICOVAL, qui nous a fait un relais vers les différents événements, les différents interlocuteurs que l'on pouvait avoir
au niveau des usages, donc que ce soit le département Haute-Garonne développement, que ce soit la préfecture de région ou la région, pour mieux comprendre et essayer, comme précisait tout à l'heure Lozère Développement, de ne pas retomber dans les travers que tout le monde a pu avoir les dernières années, essayer de s'accélérer un peu en essayant de plutôt absorber l'expérience de chacun et produire un tiers-lieu qui a un sens et que l'on souhaite s'inscrire dans un maillage global. On ne veut surtout pas un tiers-lieu seul au milieu de notre commune, on veut surtout qu'il s'ouvre au reste du territoire et du bassin. Vous m'aviez dit que vous aviez travaillé justement avec le SICOVAL en termes de cohérence territoriale pour faire en sorte que ce tiers-lieu s'inscrive dans le paysage du SICOVAL en termes de services offerts et peut-être de cohérence également. Tout à fait. Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est l'ouverture, pouvoir travailler avec nos voisins de proximité immédiate, puisque on reste quand même les gens restent quand même globalement, les citoyens restent dans leur localité, surtout à 15 km de Toulouse. Ils n'ont pas tendance finalement à systématiquement aller sur Toulouse pour avoir ce genre de service. Donc, avoir une dynamique qui nous permet de partager, mais c'est également pouvoir mutualiser, parce qu'une commune de 2800 habitants, on ne peut pas se permettre d'avoir N salariés et d'avoir N personnes qui interviennent sur le tiers-lieu dans la dynamique du village. On est obligé de s'appuyer sur des structures extérieures, et là, pour le coup, le SICOVAL nous aide beaucoup dans la mutualisation et la mise en place, par exemple, de relais et d'en-connect, ou de personnel beaucoup plus adapté à la médiation numérique que l'on pourra avoir, qu'on ne pourrait pas avoir sur la commune directement. D'accord. Vous avez parlé donc dans les aides d'une aide du département. J'en profite pour donner la parole à Victor Delouvion. Vous m'avez expliqué donc... c'est OK pour le micro? Ça fonctionne? Ouais, c'est comme pour les autres participants, il faut un petit temps d'adaptation. Vous le réveillez gentiment? Vous lui parlez doucement? Alors après, ça ne fonctionne pas, il faut passer à la méthode forte. Ah ouais, là, ça va être compliqué. Il s'était endormi profondément, celui-là. On a la logistique là qui arrive, qui va vous proposer peut-être quelque chose. Ça devrait marcher. Ça y est, il a été un peu plus loin réveillé que les autres, celui-ci. Oui, donc Victor, vous me disiez donc que le département prenait sa part aussi dans l'accompagnement au développement des tiers-lieux et du télétravail. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu en quoi consiste l'action du département? Alors, c'est pas exactement le conseil départemental, ça s'appelle Haute-Garonne Développement, c'est-à-dire c'est une structure financée par le conseil départemental, mais également par les intercommunalités. Donc on a un rôle avec cette structure Haute-Garonne Développement, un rôle d'accompagnement avec les porteurs de projets des tiers-lieux. J'étais, il n'y a pas plus tard que 2 jours, avec une réunion avec les nouveaux élus municipaux de mon canton, de mon territoire. Je suis sur le nord de Toulouse, canton de Castelginest, et on a parlé de cet accompagnement qu'on met en œuvre depuis 2019. Donc c'est un sujet plutôt récent pour nous en Haute-Garonne, 2019, où on a aidé l'an dernier 2 porteurs de projets et cette année 38. Donc c'est dire... Vous dites 36. 36. Ah oui, alors sur 2020. Sur 2020. C'est 30 accompagnements en ingénierie, c'est-à-dire en conseil, comment monter un dossier, un peu ce que vous racontiez pour la haute commune d'Aiguevive, et 8 en financement direct, soit de fonctionnement, soit d'investissement. Ça peut monter jusqu'à 75 000 € d'aide financière. Donc c'est pas neutre en termes d'accompagnement de projet pour un tiers-lieu. Nous, c'est un sujet qui nous parle parce que la Haute-Garonne, vous avez Toulouse, sa métropole, qui concentre quand même une grosse partie du développement économique. Et puis vous avez un territoire rural très vaste. Et c'est des territoires qui sont vraiment demandeurs en projet de tiers-lieu. C'est le sens d'ailleurs de notre accompagnement et de notre action en complémentarité avec à la fois la région et à la fois la métropole, puisque nous, on n'a pas le droit d'intervenir sur Toulouse Métropole. Donc voilà, donc c'est des aides, je disais, d'ingénierie, aides de fonctionnement,
25 000 euros par an sur 3 ans, donc ça fait 75 000 euros maximum d'aide, plus 30 000 euros d'aide maximale pour tout ce qui est investissement, achat de matériel. Ça n'a pas de lien direct avec le tiers-lieu, mais le conseil départemental, depuis 2016, a également déployer la fibre optique sur tout le territoire, sur 100% du territoire. Ça aussi, c'est important parce que il y a 3 ans, faire un tiers-lieu à 15 km de Luchon, par exemple, c'était pas forcément possible. Parce que si on a un beau bâtiment, mais qu'on n'a pas le débit suffisant pour créer un tiers-lieu, eh bien, c'est pas possible. Donc là aussi, jusqu'en 2022, on déploie la fibre optique sur 100% du territoire haut-garonnais. D'accord, ok. Effectivement, le numérique sans, les tiers-lieux sans fibre et sans numérique, ça n'a pas de raison d'être. Hein, c'est pas Jérôme Follet qui va nous en parler. Sans fibre, oui. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, d'accord. Tu dis sans fibre. Si, il existe des tiers-lieux sans fibre. Malheureusement, tous les territoires ne sont pas encore connectés à la fibre et fort heureusement, il y a quand même des tiers-lieux qui existent et qui fonctionnent. Bon, mais c'est imminent. Ceux qui ne sont pas équipés en fibre vont l'être prochainement. Donc, vous me parlez d'un accompagnement financier. Est-ce qu'il y a un autre accompagnement plus de type réseau, peut-être, comme a proposé la région? C'était ce qu'on devait mettre en place en 2020. Bon, on a été légèrement bloqué dans l'initiative, mais c'est en cours. C'est-à-dire que c'est la deuxième étape. C'est-à-dire, première étape, on accompagne les porteurs de projets. Deuxième étape, on met en réseau finalement les tiers-lieux pour créer vraiment des synergies entre les différents tiers-lieux qui sont plutôt divers, hein, puisque sur les 8 qu'on a financés directement, on en a 2 qui sont à vocation économique, sociale et solidaire, 3 qui sont à vocation culturelle, 2 qui sont à vocation purement économique. Voilà, ils ont tous des synergies différentes et c'est pour ça que c'est important de mettre en réseau et vraiment d'accompagner dans cette deuxième phase de l'accompagnement qui est celle de la mise en réseau, donc qui devrait démarrer fin d'année et donc plutôt 2021 ensuite. D'accord. Et j'imagine bien entendu que ça va se faire en lien avec la région, que vous allez, ça va être un complément avec les dispositifs de la région. Alors, on n'agit pas exactement dans le même périmètre, mais l'action est complémentaire de toute façon, conseil départemental, intercommunalité, région. L'action est complémentaire, oui. L'action est complémentaire, mais on n'agit pas directement dans les mêmes. Après, pour la mise en réseau, il faudra voir comment on articule bien sûr ce mécanisme, mais voilà, pour l'instant, on n'en est pas dans cette. Jérôme Follet, vous m'avez dit qu'effectivement, lorsque vous avez fait les dossiers pour démarrer ce tiers-lieu, parce qu'évidemment, il y a la partie financement qui est importante, vous avez apprécié d'avoir à la fois l'aide de la région et du département, c'est ça? Et voir d'autres aides également. Tout à fait. Vous pouvez en parler 2 minutes? Pardon? Vous pouvez nous dire un petit peu les aides dont vous avez bénéficié? Alors, on va en bénéficier, hein, puisque le projet est à venir sous peu. C'est vrai que les aides sont indispensables parce que pour nous, sur une commune de 2800 habitants, on ne peut pas imaginer démarrer un tiers-lieu sur des fonds propres. C'est juste pas possible. Et démarrer un tiers-lieu avec juste une imprimante 3D sur une table, ça n'est pas non plus possible. Il faut au minimum démarrer avec un minimum de matériel et d'aménagement qui permettent d'attirer les personnes et de créer la dynamique. Donc on a vraiment été friands des accompagnements financiers et ce qui est intéressant, c'est que ces accompagnements financiers à la fois en investissement, donc pour construire le lieu, le préparer à l'arrivée des citoyens, mais c'est également dans le fonctionnement. Parce que, pareil, sur une commune de 2800 habitants, il est compliqué de savoir quel va être l'équilibre financier et comment va fonctionner le tiers-lieu, sachant qu'on ne sait même pas quelle dynamique va se créer réellement derrière. Donc, ces 2 types de subventions du département et de la région nous permettent de partir sereinement et de vraiment penser au projet au-delà de la rentabilité que pourrait avoir ce type de lieu. Et on a également profité récemment de déposer un appel à projet pour le plan de relance. Enfin voilà, on a essayé de construire avec un maximum de subventions pour libérer au mieux la mise en place du tiers-lieu et que ne soit pas un frein dans la dynamique que l'on veut mettre en place. D'accord. Donc on voit qu'effectivement, sur les problématiques financières, il y a des solutions. Je reviens vers vous, Victor Delouvion, parce que vous m'avez également parlé de télétravail. On n'a pas beaucoup parlé finalement du télétravail sur cette table ronde.
Et j'espère qu'on va un petit peu combler cette lacune. Vous souhaitez que les agents du département qui sont incités maintenant à faire du télétravail puissent le faire dans ces tiers-lieux. C'est ça. Alors, juste pour compléter, avant de parler de télétravail, une constatation, hein, c'est-à-dire que depuis qu'on a démarré cette aide, cet accompagnement au tiers-lieu, on constate que au début, c'était vraiment des porteurs privés ou des associations qui souhaitaient demander des financements pour le développement des tiers-lieux. Et aujourd'hui, les communes sont de plus en plus friandes de ces projets-là. Et pareil, là, donc on a un accompagnement ciblé et particulier sur les communes ou les intercommunalités qui, d'elles-mêmes, souhaitent créer des tiers-lieux. Pour en revenir au télétravail, alors, le confinement, je pense, a débloqué certaines choses au niveau du télétravail, notamment dans la tête des employeurs. Nous, conseil départemental, c'est 6700 agents. Et donc, du jour au lendemain, alors on était déjà au télétravail, mais qui n'était pas aussi abouti que l'on est aujourd'hui et qu'on le sera à partir du 1er janvier. Mais c'est devenu un vrai sujet et véritablement on tend vers le télétravail. Alors ça touche à peu près un tiers des agents administratifs du conseil départemental, jusqu'à 2 jours par semaine. Et donc oui, la deuxième étape au-delà de la mise en réseau, c'est aussi d'inciter nos propres agents à utiliser ces lieux, à se rendre vers ces lieux le plus proche de chez eux, pour qu'à la fois on soit un accompagnateur, conseil départemental accompagnateur des projets de tiers-lieux, mais qu'on aide également et qu'on favorise, entre guillemets, le fait que les agents du conseil départemental aillent vers ces tiers-lieux. Je mets également mon autre casquette, je suis également vice-président du SDIS, qui est la structure qui gère les sapeurs-pompiers de Haute-Garonne. Donc là, pareil, on a 2300 agents, dont un quart d'agents administratifs. Là aussi, à partir du 1er janvier 2021, on a ouvert le télétravail, ce qui n'était pas le cas avant. Et pas la clause, mais ce que signent les agents pour le télétravail, j'ai perdu le mot, la convention, voilà, que signent les agents pour le télétravail, on a spécifié que le télétravail pouvait se faire sur un tiers-lieu. Donc c'est écrit. Bon, après, d'ailleurs, il y a un gros travail de pédagogie, puisque à ce jour, aucun des agents nous a signifié qu'il souhaitait attendre vers ces tiers-lieux, mais c'est aussi un travail de pédagogie à faire auprès des agents pour qu'ils aillent vers ces territoires. D'accord. Donc le SDIS va être aussi en télétravail. On avait parlé 2 minutes, bien entendu, ce n'est pas les pompiers qui vont être en télétravail. Hein. Rassurez-nous, ils vont continuer à intervenir avec leurs lances sur les incendies. Jusqu'à présent, c'est pas prévu. Mais c'est pour la partie administrative, bien entendu. Merci Victor. On me fait signe là qu'il va falloir conclure cette table ronde. Le temps passe vite, finalement, lorsqu'on parle de ces sujets passionnants. Peut-être un mot de conclusion, Vincent ? Mais juste un mot, hein. Il nous reste 5 minutes. Si le micro... Oui, finalement, moi, en mot de conclusion, je voudrais un petit peu alerter tout le monde sur la problématique de l'ingénierie autour des tiers-lieux, parce que si on voit bien, on est parti sur une table ronde qui s'intitule « Renouveau des territoires ». Et on a beaucoup parlé de sujets qui sont autour de l'ingénierie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un problème profond autour des tiers-lieux, c'est comment est-ce qu'ils arrivent à atteindre leur équilibre économique. Et du coup, pour atteindre l'équilibre économique, on va vers des appels à projets successifs, et donc on met en place des dispositifs d'accompagnement pour aider les porteurs à atteindre des appels à projets. Et du coup, moi j'ai un petit peu peur que le serpent se morde la queue et qu'on ait du mal, parce que comme on n'a pas de financement périn et comme on n'a pas de travail de long terme, on est obligé, en fait la vie d'un tiers-lieu va plus tellement toujours défendre de sa communauté, mais de la capacité à son gestionnaire à aller chercher des appels à projets. Et ça, c'est un peu problématique. Parce que dans le cadre du Covid, on voit qu'on a eu des problématiques terribles. C'est depuis ces lieux-là qu'il y a eu des masques qui ont été fabriqués. C'est là où il y a les enjeux du télétravail, etc. Mais des fois, on sort un petit peu de l'objet des tiers-lieux parce qu'on est focalisé sur comment les faire survivre, alors qu'on sait que c'est des clés pour le futur. Voilà, Donc il y a un problème d'équilibre financier encore à trouver pour ces lieux. Jérôme,
Un petit mot de conclusion? Donc je suis tout à fait en ligne, hein. Enfin, c'est ce que j'ai essayé d'exprimer tout à l'heure. Vous voyez un petit peu les difficultés auxquelles vous allez être soumis dans, voilà, dans quelques mois. On imagine les difficultés, voilà. Pour l'instant, on n'est pas trop dedans, mais on imagine que voilà, d'ici 2 ou 3 ans, une fois qu'on aura clos les appels à projets, on ne voit pas trop comment est-ce qu'on va arriver à maintenir le projet. Mais bon, on est confiant, on a plein de convictions, on va y arriver. En conclusion, l'idée c'est de remercier tous les intervenants qui nous permettent vraiment de construire ce projet, parce que seul on n'aurait pas pu le faire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on crée une dynamique avec les communautés de communes, donc le Sicoval pour nous, la Haute-Garonne, l'Occitanie, et c'est ça qui nous permet de construire les projets. C'est ce genre de réunion, c'est vraiment le maximum de contacts pour rassurer, co-construire, éviter de retomber dans les mêmes problèmes et peut-être d'avoir une dynamique plus pérenne derrière. Donc vraiment des projets collaboratifs. Tout à fait. Et à partir avec tous les citoyens. Merci Jérôme. Mina, un mot de conclusion? Oui, alors moi pour conclure, juste on a bien évoqué autour de cette table tous les dispositifs, toutes les initiatives et l'appropriation aussi du phénomène tiers-lieu par les politiques publiques. Moi, juste, je pense qu'il faut qu'on soit aussi, en tant qu'acteur de tiers-lieu, vigilant à ne pas passer aussi à côté du sujet, puisque le tiers-lieu, ça reste quand même cette troisième place qui n'est pas le lieu de travail traditionnel ni le lieu de vie, et de toujours veiller à ce que, au sein du tiers-lieu, on reste toujours dans cet esprit de lieux hybrides dans lesquels les gens se rencontrent, font ensemble, créent ensemble, collaborent. Et c'est vrai que l'ingénierie et cette volonté d'aller sur de l'infrastructure ne doit pas supplanter au final la philosophie du dispositif, de se dire il faut qu'on soit attentif pour que l'humain reste toujours au cœur du tiers-lieu. D'accord. L'humain au centre des tiers-lieux. Merci Mina, c'est une très très bonne conclusion. Sylvie? Oui, donc je voulais rebondir un petit peu sur les problèmes financiers et de pérennité des tiers-lieux. Voilà, sachant que la région accompagne aussi les tiers-lieux sur les dépenses de personnel. Donc l'objectif, c'est d'essayer de les pérenniser au moins dans leur lancement. Donc voilà, c'est un programme de 3 ans. Le montant est de 15 000 €. C'est pas non plus énorme, mais bon voilà, ça permet quand même de pérenniser et de permettre aux tiers-lieux de voir un petit peu venir. Le nouvel appel à projet intègre aussi des dépenses de bénévolat sur une partie du programme, voilà, pour aider justement le tiers-lieu à pas directement recruter un salarié, mais pouvoir fonctionner un peu avec du bénévolat. Donc le courage, la région ne vous abandonnera pas. Annie, c'est à toi que revient le mot de la fin. Tu as juste 1 minute par contre, je suis désolé. Alors, une conclusion en 1 minute, Annie. Alors, en 1 minute, je vais rebondir sur les échanges et sur ce qu'a dit Vincent de Lozère Développement en particulier. Quand la mêlée a fait un premier recensement des tiers-lieux existants en 2016, si ma mémoire est bonne, il y avait 80 tiers-lieux existants sur la région. La mission Coworking en 2018, qui a fait une étude que vous connaissez certainement tous, donc quand elle a fait le recensement au niveau national, en région Occitanie, 163 tiers-lieux entre 2016 et 2018. Aujourd'hui, il n'y a pas un recensement exhaustif, même s'il est mené et au niveau national, et on y travaille avec la région et l'agence régionale. Moi, j'estime aujourd'hui qu'il y a 200 à 250 tiers-lieux existants sur l'ensemble de la région. Et je ne parle pas de tous les projets qui sont en cours, qui sont dans les tuyaux, qui sont en réflexion, qui sont en étude. Et ils sont très, très nombreux. On le sait au niveau de la région, on le sait au niveau de l'Agence régionale de développement économique, et vous le savez pour les territoires. Quand on pose la question du modèle économique des tiers-lieux, de tous les efforts et de tout le chemin qu'il y a encore à accomplir effectivement pour développer des usages, des pratiques et faire ce monde de demain auquel on accède tous, la question quand même de soutenir des initiatives de plus en plus nombreuses, pour moi elle se pose. C'est du financement public et je crois qu'on a une responsabilité par rapport à ce sujet. D'accord, donc la région, encore une fois, n'abandonnera pas les tiers-lieux, même également le conseil départemental. Peut-être juste 30 secondes, Victor, si vous avez un mot à rajouter.
Non, tout a été dit. C'est important, il faut rester vigilant, bien sûr, sur le domaine de ces tiers-lieux. Au département, on y croit. On y croit à l'heure où on parle de développement durable, de transport. Les tiers-lieux sont aussi des solutions à ces problématiques-là. Et on y croit et on continuera, nous, à travailler avec tous les acteurs publics pour faire en sorte que ce soit demain des structures développées et porteuses de projets. Eh bien, c'est parfait. Merci pour ce message d'espoir. Je crois que c'est un beau sujet qui a encore de beaux jours devant eux. Je vous rappelle encore le lien tiers-lieux-occitanie.com, qui est vraiment un lieu ressource extrêmement intéressant donc pour ces tiers-lieux. Il ne me reste plus qu'à remercier les intervenants. Vous pouvez les applaudir. Merci à vous. À bientôt.